Bonsoir amoureux de rugby, bienvenue sur cette vidéo. Avant qu'elle commence, évidemment vous pouvez vous abonner, c'est le meilleur moyen de ne pas manquer la série que je vais vous faire sur les 3 fois où l'équipe de France s'est fait réellement voler par l'arbitrage en Coupe du Monde de rugby. Je vous remercie encore une fois d'avoir été des dizaines de milliers à regarder les vidéos que j'avais faites précédemment sur le rugby, donc encore une fois merci. Et donc, comme vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde 1995, une Coupe du Monde où l'équipe de France espérait bien quand même remporter ce titre, avait tout ce qu'il fallait du moins pour remporter le plus grand titre mondial du rugby. Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé avant le match, tout ce qui s'est passé pendant le match, et on conclura sur tout ce qui s'est passé après le match. Je vous conseille évidemment de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce célèbre France-Afrique du Sud 1995. Déjà pour commencer, la Coupe du Monde de rugby, elle a été créée seulement en 1987, c'est très tard, c'est près de 60 ans après la Coupe du Monde au football, et c'est une volonté qui avait de la part des instances de rugby internationales de ne pas professionnaliser ce sport. Il faut savoir par exemple que le top 14, qui était précédemment le top 16, n'est devenu professionnel qu'en 1998 en France, donc forcément on n'avait pas encore cet esprit très professionnel qu'on retrouvait au football. Et ainsi la première Coupe du Monde elle a lieu en 1987, elle va être remportée par les All Blacks, en 91 par l'Australie, et pendant les 2 premières éditions, l'Afrique du Sud est interdite de compétition pour littéralement 3 fois rien, je veux dire, apartheid, l'emprisonnement d'une personne pendant 27 ans parce qu'il n'a pas la bonne couleur, une interdiction à des gens d'une certaine ethnie d'accéder à certains emplois, 3 fois rien. Franchement, je trouve que la Fédération internationale de rugby, à l'époque, elle était un petit peu tatillon. Et là, patatras, 1990, Nelson Mandela se fait libérer, vous verrez que ça a son importance. 1991, fin de l'apartheid. Un coup, l'Afrique du Sud, ils sont gentils, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. C'est vraiment la belle histoire qui doit commencer. Et quoi de mieux que de faire ça avec le rugby. Ainsi, c'est l'Afrique du Sud qui est désignée pour organiser la Coupe du Monde 1995. Évidemment, l'Afrique du Sud n'a pas une grande équipe. Faut savoir qu'à chaque fois qu'elle faisait des test-matchs en match non officiel, elle se faisait battre. C'était clairement pas du tout l'équipe favorite de la compétition. Et une fois que ça s'est dit, ça c'était pour le côté avant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler des triches qu'il y a eu pendant ce match de la France contre l'Afrique du Sud. Part donc le 17 juin 1995, on est à peu près à 600 km de la capitale, et il tombe ce samedi-là une pluie torrentielle. On ne voit pas à 2 mètres, les ballons ne peuvent absolument pas rebondir, le terrain est totalement inondé, et bien entendu, l'arbitre de ce match, qui a lui aussi son importance dans l'histoire, va décider à 3 reprises de décaler le début de la rencontre, parce que justement, il se rend bien compte que le match ne peut pas avoir lieu. C'est ainsi que Derek Bevan, un arbitre gallois considéré à l'époque comme le meilleur arbitre du monde, va décider tout simplement d'annuler la rencontre, parce que les conditions de jeu ne sont pas réunies pour qu'on ait une belle rencontre. Le seul problème, c'est que si le match n'a pas lieu, eh bien le match du coup ne se jouera pas. Et oui, incroyable. Même si le match ne se joue pas, la compétition doit continuer. Sauf qu'on en est au stade des demi-finales. Il faut donc absolument une équipe pour remporter la victoire, et le règlement de la Fédération internationale de rugby prévoit que si le match ne peut pas se jouer, à l'époque, eh bien c'est le classement au fair play qui va permettre à l'une des 2 équipes de se qualifier, sauf qu'à ce moment-là, l'Afrique du Sud a pris un carton rouge lors des phases de poule. L'équipe de France n'en a pris aucun, et par conséquent, l'équipe de France est meilleure en termes de fair play. Ce qui signifie que la France, si le match ne devait pas se jouer, comme c'était la volonté de l'arbitre, eh bien la France devait se qualifier par élimination du coup de l'Afrique du Sud. Sauf qu'évidemment l'Afrique du Sud qui organise la compétition n'a pas envie d'être sortie de cette manière, personne ne le veut, et même si ça peut mettre en danger l'intégrité des joueurs, qu'importe. Ainsi que l'Afrique du Sud va ramener toute une armée de personnes armées de raclettes pour enlever toute la flotte qu'il y a sur le terrain, avec un succès assez relatif il faut le dire, mais bon. L'arbitre à ce moment-là a une illumination et considère que la rencontre, elle peut se jouer. C'est quand même très drôle de voir qu'un match qui devait être annulé va finalement pas être annulé parce que ça aurait éliminé l'équipe qu'on voulait faire gagner.
Bref, c'était la première triche. Et par ailleurs, pendant le match, on distribue des masques et des tubas aux joueurs des deux équipes, parce que vu la quantité de flotte qu'il y a sur la pelouse, le match va plutôt ressembler à du water polo qu'à un match de rugby. Ensuite, pendant la rencontre, l'arbitre va inventer une nouvelle règle qui consiste à dire que les essais de l'équipe de France ne seront jamais validés. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'équipe de France va inscrire 4 essais, ce qui est quand même énorme. Tout de même, pour une demi-finale, ça représente au minimum 20 points. Chacun des essais va être annulé pour des raisons complètement bidons. Fabien Galtier va inscrire 2 essais qui seront refusés. Puis ensuite vient le tour d'Entama qui va inscrire un essai qui sera refusé. Comme de par hasard. Et finalement, Abdel Benazi qui va inscrire à la 78e minute l'essai de la victoire. Enfin ça, c'est ce qu'il croit. Avant que l'arbitre décrète qu'il y avait une flaque d'eau, que la balle n'a pas été aplatie, et donc que l'essai ne peut pas être validé. Sauf qu'évidemment, tous les joueurs français sont unanimes. 28 ans plus tard, les joueurs le disent eux-mêmes, il y avait essai, et on connaît les rugbyman pour leur amour du fair play et pour le fait de ne pas tricher, donc c'est quand même un signe. Lorsque des joueurs vous disent qu'ils ont inscrit un essai, généralement vous pouvez les croire sur parole. Là où c'est drôle, c'est que quand on regarde le score final, donc 19-15, les 15 points de l'équipe de France auront été inscrits uniquement sur des pénalités. Pas un seul essai sur les 4 ne va être accepté, ce qui montre qu'il y a quand même eu quelque chose de bizarre. Tant qu'un 5e essai, un essai de pénalité cette fois-ci, ne va pas être accordé, parce qu'on a une mêlée dans les 5-10 mètres qui va être une première fois effondrée, puis elle va être désaxée, la 3e fois elle sera effondrée, la 4e fois il y aura un tacle illégitime sur le porteur de balle. Bref, la mêlée ne peut pas être jouée 5 fois de suite, et alors que dans n'importe quel match de rugby, il y aurait eu un essai de pénalité, parce qu'il y avait vraiment volonté des joueurs sud-africains de ne pas permettre le jeu et d'empêcher les Bleus de marquer, eh bien non, l'arbitre ne va pas décider ça, et la balle va être perdue par l'équipe de France. Pire encore, c'est que le seul essai inscrit lors de la rencontre par les joueurs sud-africains, l'essai qui donne la victoire par Kruger à la 26e minute, cet essai-là n'était pas valable. C'est le joueur lui-même, quasiment sur son lit de mort, dans ses mémoires, les dernières choses qu'il a pu écrire de son vivant, qui va reconnaître lui-même qu'il n'avait pas aplati le ballon dans la zone d'en-but, qu'il n'y avait donc pas essai. Et c'est pour cela que lorsqu'on regarde bien entre les 4 essais français, l'essai de pénalité et l'essai accordé à l'Afrique du Sud qui n'était pas légitime, il y a quand même un différentiel de 6 essais, représenté au minimum 32 points. C'est seulement la 2e triche qu'il y avait eu dans la rencontre. Il y a eu 3 autres triches de la part de l'Afrique du Sud. Et vous voulez la meilleure, la 3e triche? L'arbitre du match, donc notre ami Derek, va recevoir de la part de la fédération sud-africaine une montre en or. Il va recevoir aussi, de ce que j'ai vu, un bracelet et tout un tas d'autres cadeaux. Signe de remerciement ou corruption, je pense honnêtement que la frontière elle est très fine entre les deux, d'autant qu'il n'y a littéralement aucune raison d'offrir quelque chose à un arbitre. Ça peut être vu comme de la corruption, parce que c'en est, et là encore une fois, la Fédération internationale de rugby a tout vu, puisque ça se déroule lors d'un repas officiel, et l'Afrique du Sud va s'en sortir tranquillement. La 4e triche, cette fois-ci, elle ne concerne pas l'équipe de France, mais elle est toujours dans la même époque, et ça confirme qu'il y a bien eu triche sur le match précédent. C'est lors du match de la finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, où les joueurs néo-zélandais vont étonnamment jouer particulièrement mal, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir de leur part, et en effet, les joueurs se sont plaints d'être quasiment tous tombés malades. Beaucoup vont vomir, certains vont s'évanouir, beaucoup des joueurs vont finir à l'hôpital, et on apprendra, tenez-vous bien, plus de 20 ans plus tard, de la part du garde du corps personnel de Nelson Mandela, enfin plutôt un des gardes du corps, que les joueurs avaient été intoxiqués, que leur nourriture avait été empoisonnée. Si vous voulez son nom, c'est Rory Stein, donc il a fait une interview lors d'un talk show en anglais, donc si vous parlez anglais, je vous invite évidemment à aller voir ça, c'est intéressant. Notre ami Rory nous apprend qu'il était à ce moment-là avec les joueurs, je rappelle que c'est un garde du corps, donc il devait être là pour assurer la sécurité des personnalités. Il a vu lui-même qu'ils étaient tous en train de tomber malades, certains joueurs ont même vomi par les fenêtres des voitures, c'est vous dire que les gars, ils étaient quand même dans un très sale état, et ça s'est passé seulement 2 jours avant la finale. Donc évidemment, avec des joueurs qui tombent malades de cette manière, dans les années 90, pour ceux qui connaissent l'Olympique de Marseille, vous savez à quoi je pense, c'était assez courant d'empoisonner l'équipe adverse.
Et évidemment, les joueurs néo-zélandais, comme je l'ai dit précédemment, ne pourront pas faire une bonne rencontre. Ils seront donc à 9 partout et l'Afrique du Sud va remporter la victoire aux prolongations. Là où je vous dis qu'il y a réellement eu magouille, c'est que le garde du corps a avoué tout ça plus de 20 ans après les faits, parce qu'il avait probablement la pression, parce qu'il avait probablement peur des conséquences, et même si lui n'incrimine pas la fédération sud-africaine, mais plutôt des organisations et des syndicats de parieurs, cette affaire, elle est louche, et étonnamment, il n'y a eu aucune enquête sur ça, donc on trouve ça totalement normal, juste avant une rencontre, étonnamment, après avoir mangé quelque chose, moi, j'y vois de la triche. Et enfin, la cinquième chose, c'est évidemment le dopage de l'équipe d'Afrique du Sud. Heureusement, les personnes qui se sont dopées dont je vais vous parler, eh bien, ne sont plus parmi nous, elles nous ont quittés. Donc évidemment, avant que je vous parle de ça, j'ai une grande pensée pour eux. On n'est pas en train d'incriminer les gens, c'est plutôt les fédérations et les instances qui sont au-dessus d'eux qui ont poussé les joueurs à faire ça. Bref, 25 ans plus tard, sur les 25 joueurs de l'équipe d'Afrique du Sud, on a donc perdu Monsieur Kruger à l'âge de 39 ans seulement. Il a eu une tumeur au cerveau et cette tumeur, elle peut être la conséquence d'une consommation de produits dopants, de produits stupéfiants qui va avoir pour effet de détruire le cerveau de la personne. Et là où on peut penser à du dopage, c'est que si ça avait été un cas isolé, on aurait pu trouver ça normal. Mais il y a eu, tenez-vous bien en tout, 6 joueurs qui sont décédés à peine 20 ans après la Coupe du Monde, et à chaque fois de maladie cardiaque ou de maladie cérébrale. Le second, c'est le regretté Van der Wisten, qui lui va décéder de la maladie de Charcot, donc c'est une maladie dégénérative, une maladie qui touche le cerveau et qui petit à petit commence par faire perdre en mobilité, puis faire perdre la parole, et enfin c'est tous les muscles du corps qui ne fonctionnent plus, le cerveau ne marche plus du tout, et la personne décède dans d'affreuses souffrances. C'est dramatique, et malheureusement c'est pas le seul touché par ça. Le deuxième joueur de cette période-là qui va être touché par la maladie de Charcot, c'est Tinus Lini. Donc lui aussi, il a eu la même maladie que son petit camarade dont j'ai parlé juste avant. Il faut savoir que la maladie de Charcot, c'est une maladie qui touche 500 000 personnes dans le monde. On est quand même 8 milliards. Après d'autres statistiques que j'ai vues, c'est une maladie qui touche à peu près 2 personnes sur 100 000. Donc autant vous dire que lorsqu'elle touche 2 personnes sur 25, c'est bizarre. Malheureusement, on a ensuite James Small et Chester Williams qui sont tous les deux décédés d'un arrêt cardiaque et les deux sont décédés avant d'arriver à 45 ans. Et là, les médecins nous le disent, la prise de produits dopants, de produits stupéfiants, peut avoir comme conséquence l'arrêt du cœur et la mort de la personne. Et le dernier, c'est André Venter qui va décéder d'une myélite transverse. Là aussi, c'est une maladie dégénérative. Là aussi, c'est une maladie neurologique. Et encore une fois, cette maladie, les médecins nous le disent, elle a comme base, comme début, dans certains cas, la prise de produits dopants. Cet avis, il est appuyé, il est soutenu par la déclaration de l'ancien capitaine de l'Afrique du Sud lui-même. C'est effectivement Pienaar qui, lors d'une interview faite par France 2 dans un reportage paru en 2014, un reportage au demeurant très intéressant, qui va nous dire que les joueurs prenaient effectivement des pilules. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est que ce sont des pilules de vitamine B12, quelque chose qui est totalement légal. La consommation de vitamine B12 n'est pas interdite par le règlement du sport. Le problème, c'est que la B12, elle était très souvent prise par des gens qui se dopaient avec de l'OPO, ça a été le cas notamment de Lance Armstrong. Vous ne vous souvenez pas de lui, c'était le seul sportif capable sur Terre d'atteindre les 70 km/h en montée, avec une pente, avec un dénivelé à 14%. Le mec, il aurait été capable, je pense, d'escalader l'Everest avec son vélo. Bref, passons. Et comme je vous le disais, la B12 et l'OPO, à l'époque, c'était indétectable. On n'avait pas réussi à inventer des machines qui pouvaient déceler la prise de ce produit stupéfiant. Et la B12, l'effet qu'elle avait réellement, c'était pas seulement d'être prise comme ça, c'était d'augmenter, d'améliorer les effets de l'OPO sur le corps et donc de faire des joueurs sud-africains des machines de guerre. Enfin voilà, c'était la 5e triche, la 5e magouille qu'il y avait eu dans cette compétition. Il y a probablement des choses dont je n'ai pas parlé, il y a probablement des choses pour lesquelles je suis passé à côté, ça peut arriver. Donc avant de conclure, je vous invite évidemment à être là prochainement. On va faire la prochaine vidéo sur 2011 et l'année où l'équipe de France s'est fait voler par les Néo-Zélandais. Il y a beaucoup de choses à en dire aussi. Je vous invite donc à vous abonner et à rester sur la chaîne. Ciao.